Bonjour à tous et bienvenue dans notre 15e webinaire. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je souhaite vous emmener chez les Vikings, comme l'a bien deviné Terence. C'est une première pour nous. Habituellement, pour les plus anciens, vous savez, on se concentre sur les entreprises françaises, surtout de taille moyenne, on va dire, parce que je pense que c'est là où on a un avantage compétitif et on peut pousser le suivi et on a accès à ces entreprises et à ces managers. Et donc, je pense qu'on peut surperformer raisonnablement bien. Mais on va essayer de ratisser vraiment large, de faire plaisir à un peu tout le monde et de profiter aussi de ces périodes calmes pour présenter de temps à autre des entreprises étrangères et pour ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine, sachant que moi aussi j'ai 3 Google Berkshire, c'est la holding de Warren Buffett et cette entreprise dans le portefeuille. Je ne les inclus pas ici dans le portefeuille de Master Bourse parce que c'est une stratégie patrimoniale, même si c'est trop cher, je les laisse. Si c'est bradé, je laisse. C'est sur un compte titre pour des raisons fiscales. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler un point. Le portefeuille de Master Bourse, c'est mon propre portefeuille. C'est pas un portefeuille virtuel et dans lequel je consolide essentiellement le PEA, PEA-PME et quelques comptes titres sur lesquels je suis un peu plus dynamique. Donc, c'est surtout des actions françaises. Pour les actions étrangères, il n'y a que ces 3-là et c'est vraiment, je les laisse comme l'immobilier, je les laisse et je regarde une fois par an. Et normalement, j'espère avec ça et cette nouvelle idée, disons, d'introduire de temps à autre des grosses caps étrangères pourra faire plaisir à un maximum d'abonnés. Et la première, chez les Vikings, en Suède plus exactement, et on profite aussi parce que c'est la fête de la musique. Donc l'un dans l'autre, nous avons pensé à Spotify. Et ce qui est bien avec Spotify, c'est que la plupart des gens connaissent Spotify, voire ils sont consommateurs. Donc c'est quelque chose de relativement facile à comprendre et à suivre sur la durée. Et aussi, disons qu'on aime cette entreprise parce que ce qui est important à souligner, c'est que c'est une grosse boîte tech, mais créée dans un pays d'à peine 10 millions d'habitants et qui est arrivée au final à se faire une place au milieu de toutes ces boîtes tech de la Silicon Valley. Et ça, en soi, c'est un exploit qui, j'estime, mérite d'être regardé au moins juste d'un point de vue culture générale. Donc ça, c'est notre agenda du jour, Spotify plus un point portefeuille. Le disclaimer, les informations mises à disposition par Master Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Spotify, je pense que vous connaissez un peu le service. C'est un business model qu'on appelle freemium, c'est-à-dire avec des comptes gratuits, payés grâce à la publicité, et des comptes avec des abonnements payants. Et là, pour le coup, il n'y a pas de publicité. Et ça, c'est un business model qui est très intéressant parce qu'il offre plusieurs avantages et notamment, on peut identifier 2 avantages concurrentiels. Le premier, c'est le coût de transfert parce qu'une fois qu'on a notre playlist, les chansons qu'on aime bien et tout ça sur Spotify, on a un peu du mal à passer sur un autre service et tout recréer de zéro. Vous allez voir par la suite que ça va même au-delà de la musique, mais on va commencer à acheter des choses sur Spotify. Donc vraiment, c'est pas très agréable, disons, de changer tous les mois de service. Donc, quand on ouvre un compte chez Spotify, généralement, on y reste assez longtemps. L'autre avantage concurrentiel qu'on peut identifier raisonnablement facilement, c'est l'effet réseau. Par exemple, personnellement, j'étais chez Deezer et ensuite, j'avais des difficultés à accéder à certains podcasts américains. J'écoute énormément de podcasts américains parce qu'ils sont sur Spotify, mais pas sur Deezer. Donc, au final, plus on a de contenu et d'artistes d'un côté et d'utilisateurs de l'autre, et plus c'est difficile pour un concurrent de remplacer ça. Et donc, on a l'effet réseau qu'on a vu dans les cours. Et au final, ce business model, qui est basé sur les abonnements mensuels, offre une très belle récurrence et visibilité pour l'entreprise. Ça, c'est très, très appréciable parce qu'on sait où on va et quelque part, on ne fait que rajouter de nouveaux abonnés et on augmente notre millefeuille. Et il y a aussi un autre indicateur intéressant de la qualité du service, même si pour sortir d'une analyse un peu subjective, parce qu'on peut aimer ou pas, mais au final, il y a beaucoup, on verra par la suite, il y a 500 millions d'utilisateurs Spotify, donc on n'est pas forcément représentatif du client de Spotify, mais il y a des indicateurs comme par exemple le taux de churn, qui est très intéressant pour apprécier cette récurrence à sa juste valeur. Si on regarde ici, le taux de churn, c'est le taux de désinscription des abonnés. Et c'est un indicateur crucial dans le monde et les business models qui fonctionnent par abonnement, que ce soit des logiciels ou des abonnements comme ça. En fait. C'est vraiment l'indicateur qu'on regarde au premier lieu. Et ici, on peut voir en vert tout en bas que Spotify, au final, a le taux de churn de loin le plus faible. Même par rapport à Apple Music. Vous pouvez voir en violet, c'est Apple Music. Et sinon, on a YouTube Music en haut. Il y a les gros acteurs de ce monde du streaming et on peut voir à quel point en fait le niveau des inscriptions de Spotify est faible. Et ça en soi, c'est un indicateur très intéressant sur la qualité de cette entreprise. Donc,
on a un business qui factuellement a plusieurs atouts, les avantages concurrentiels, récurrence et tout ça. Mais si on remonte au niveau du marché, on réalise aussi que Spotify est de loin le leader de ce marché. Et ce marché en lui-même est en forte croissance. Je vous ai mis ici les parts de marché des principaux acteurs pour mieux apprécier la position de Spotify sur ce marché du streaming de la musique. On est à 30% de parts de marché. Et ce qui est impressionnant, ce qui m'impressionne toujours dans cette boîte, c'est qu'on est très loin devant Apple et Amazon qui font à peine 13% de parts de marché et qui pourtant ont des forces de frappe qui n'ont rien à voir avec ce petit Spotify. Un petit mot rapide sur le management parce que ça mérite un petit focus. Daniel Ek, c'est le cofondateur et aussi actuel PDG. Il est jeune, il a 40 ans, il est brillant. Et même si brillant, c'est un peu un mot très large, en fait, pas assez précis. En fait, sa stratégie de développement et l'histoire de Spotify est assez révélatrice des décisions de bon sens que ce PDG a pris. Par exemple, Spotify, la start-up née à Stockholm, en Suède, et ils ont commencé vraiment par les pays nordiques. Et tous les PDG dans cette situation rêvent d'aller aux États-Unis et cartonner dans ce premier marché mondial de la musique. Et Spotify a choisi une stratégie un peu différente, mais très intelligente. Par exemple, ils ne sont pas allés directement à New York ou dans la Silicon Valley et ils ont essayé de concurrencer frontalement des acteurs sur place avec à coût de milliards. Ils ont préféré aller dans des petites villes, dans les universités des petites villes, parce que c'est la cible parfaite. C'est des jeunes qui passent leur temps à écouter de la musique. Et en plus, ce qui est bien à l'époque, c'est qu'on pouvait les cibler avec la publicité sur Google, mais très localement. On peut mettre l'adresse de l'université avec un rayon de 10 ou 15 km. Et donc, vraiment aller chercher la cible parfaite avec un coût extrêmement réduit. Et ensuite, ils ont commencé à élargir à partir de cette base-là et construire Spotify qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est une stratégie de développement à elle seule qui en dit long sur ce PDG. En fait. Et c'est pas que ça, on verra aussi par la suite. Par exemple, sa capacité aussi à pivoter, parce qu'au début, c'était juste un service de streaming. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que avant Spotify, ou peut-être d'autres services, les gens achetaient de la musique, possédaient de la musique. Et créer un service qui va changer fondamentalement le rapport avec la musique, c'est quelque chose de très difficile. La musique, on ne va plus l'acheter, mais on va la louer. Donc, il faut éduquer tout un marché. Il faut aussi convaincre les grandes maisons de disques qu'en fait, ils vont gagner moins, mais c'est leur seule chance. Et ça, pour quelqu'un qui est bien établi, lui dire que de toute façon, ton métier est destiné à mourir, mais moi, je te propose une bouée de sauvetage. Tu vas gagner moins, mais c'est ça le futur, ou rien. Donc, il y a eu énormément de freins au développement de Spotify, et malgré tout, ils les ont dépassés un par un. Et aussi, par rapport à cette capacité à pivoter, ils ont commencé avec de la musique, et maintenant, ils ont un catalogue très large. C'est aussi un PDG qui reconnaît ses limites. Par exemple, en 2021, ils ont beaucoup investi à coup de promotion, 2-3 mois gratuits, tout ça. Donc, ça a un peu coûté à la boîte. Et en 2022, il a reconnu, il dit, on est allé très loin, on s'est un peu trompé. Une des choses qui m'a beaucoup plu aussi de Daniel Ek, c'est, par exemple, dans la présentation aux investisseurs en 2022, il disait que je n'avais pas conscience en 2008, lorsqu'on a lancé Spotify, que le futur de Spotify, c'est pas la musique, mais c'est l'audio en général. Et ça, c'est cette capacité à pouvoir commencer petit, mais voir très grand, soit pour le développement géographique ou le développement des produits. Alors, d'un point de vue un peu plus business, si on soulève le capot et on regarde plus en détail, la première chose qu'on pourrait remarquer, c'est ça. Spotify est une société qui n'a jamais affiché un résultat net positif. Et généralement, dans ce genre de situation, nous, on essaie d'éviter et on regarde pas des entreprises qui perdent de l'argent. On a déjà du mal avec des entreprises qui en gagnent et qui se battent tous les jours pour le garder. Mais malgré tout, intellectuellement, c'est une entreprise intéressante à comprendre. Et puis, la thèse d'investissement n'est pas vraiment ici, en fait. La thèse d'investissement, c'est plutôt là. Les investisseurs regardent surtout un indicateur, celui de l'évolution du nombre d'abonnés. Et sur les 5 dernières années, les abonnés sont en croissance en moyenne de 23% par an, ce qui est assez impressionnant vu le nombre brut, en fait, en valeur. Et aussi, on peut voir que c'est les deux segments qui sont en croissance. En beige, on a le nombre d'abonnés de publicité, donc les comptes gratuits. Ils sont en croissance de 25,7% par an. Depuis le premier trimestre 2018 sur 5 ans. Et ils représentent 62% des utilisateurs de Spotify. Et les abonnés premium sont aussi en croissance de 20%, 20,4% par an précisément, et ils représentent 38% des utilisateurs. Donc en volume, on a cette image. Maintenant, si on regarde en valeur ou en prix,
On voit que le chiffre d'affaires est passé de quasiment 5 milliards de dollars à 11,7 sur 5 ans. C'est une croissance de 24% par an, très proche des volumes. Et surtout, chose intéressante, on voit que le chiffre d'affaires de la publicité, qui a cru de plus 32% par an, donc plus que la moyenne, ne pèse que 13%. L'essentiel de chiffre d'affaires, 87% exactement, est réalisé avec les abonnements. Et ça donne une idée sur le prix moyen d'un abonnement. Le gratuit, il est financé par de la pub, c'est 40 centimes, et le premium, c'est 4,20 $. Alors ici, normalement, quand on analyse ce genre de business, on parle de ARPU. C'est le revenu annuel moyen par utilisateur. Normalement, on raisonne à l'année, mais parce que c'est un service qu'on utilise tous, où on a d'autres abonnements similaires, j'ai préféré l'exprimer par mois pour vous donner un peu une idée en fait, de par mois combien rapporte un abonné premium, c'est 4 $, même si normalement en France ou en Belgique, c'est de l'ordre de 11 €. Et la pub, c'est que 40 centimes. Et en moyenne, on est à 2 $, 1,96 par utilisateur. On peut voir, les premiums rapportent 10 fois plus que la pub. Si je résume de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Spotify, c'est 11,7 milliards de dollars. C'est une croissance de 24% par an en chiffre d'affaires. Plus de 500 millions d'utilisateurs. Là aussi, on est à plus 23% de croissance par an. Et 87% du chiffre d'affaires qui est réalisé avec les abonnements premium qui rapportent 10 fois plus que les autres. Et l'autre détail que vraiment je souhaite garder ou insister là-dessus, c'est le taux de churn, le taux de désinscription qui est très très faible, 4%. Alors, on a vu à ce stade l'histoire de Spotify ces dernières années. C'est une étape importante pour comprendre où va l'entreprise les 10 prochaines années et comment. Et là, pour le coup, on va se baser, on va commencer, le point de départ, ça sera les prévisions du PDG ou de Spotify. Et après, on va essayer de les décortiquer et voir si c'est réalisable ou pas. Le PDG a un peu impressionné en fait pendant la présentation aux analystes sur le plan 2030 l'année dernière en visant 100 milliards de chiffre d'affaires en 2030, 40% de marge brute, 20% de marge opérationnelle. C'est des chiffres impressionnants et qui franchement font douter si on compare ça par rapport à ce qu'on a eu en 2022, la dernière année. Vous regardez, on passe de 11 milliards à 100 milliards, marge brute de 25 à 40, et d'une marge opérationnelle ou d'un bénéfice opérationnel en négatif à 20%. Et sa prévision de 100 milliards de chiffre d'affaires est basée sur un nombre d'abonnés de 1 milliard et un revenu par abonné de 100 $, entre 23 aujourd'hui, ou en 2022, par an. Tout à l'heure, j'ai montré les chiffres par mois. Va partir de là, chiffre d'affaires égale prix fois volume. Donc, le plan Spotify, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Chacun rapporte 100 fois 100 égale 100 milliards. On décortique les deux pour savoir est-ce que, par rapport au volume déjà, est-ce que le 1 milliard d'utilisateurs, c'est quelque chose de réaliste ou pas? Je rappelle que les prévisions de Spotify, c'est pour 2030. Par précaution, on va raisonner, nous, sur 10 ans, donc en 2032. On suppose, quelque part, que l'entreprise aura 2 ans de retard sur sa feuille de route. Mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer l'histoire. On est déjà à 515 millions d'utilisateurs à ce jour. Passer de 500 millions à 1 milliard suppose de doubler le nombre d'utilisateurs en 10 ans, soit une croissance de quelques 7% par an. Vu qu'on était déjà sur les 5 dernières années à 23%, au final 7% ça paraît raisonnable, une estimation raisonnable. En fait. Même si les premières années on va rester autour des 15-20% et à la fin de la période peut-être on sera de l'ordre de 5%, mais voilà, 7% c'est plutôt raisonnable comme prévision. Et il y a aussi d'autres éléments qui font penser que c'est possible, parce que c'est un modèle freemium, donc ça coûte rien d'ouvrir un compte Spotify, même si ça rapporte pas beaucoup, mais ça coûte rien aux utilisateurs. Donc là, on peut penser ou rapprocher ce chiffre, par exemple, à Facebook, par exemple, qui lui aussi, ça coûte rien en fait d'ouvrir un compte sur Facebook. Et Facebook a aujourd'hui 2,9 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, qui se sont connectés au moins une fois ces 30 derniers jours. Donc, viser dans 10 ans 1 milliard, alors que déjà on sait qu'il y a quelques 3 milliards connectés aujourd'hui sur Facebook, c'est quelque chose de là aussi raisonnable. Et puis il ne faut pas oublier, parce que Spotify est très présent dans les pays développés, en Occident, mais il y a encore beaucoup à faire dans les pays émergents. Donc là aussi, c'est un réservoir de croissance. Donc aucun souci pour atteindre le milliard d'utilisateurs. Le vrai challenge, selon nous, n'est pas dans les volumes, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, mais plutôt dans le prix, ou l'ARPU. Si on regarde le revenu annuel récurrent par utilisateur, Spotify veut le multiplier par 4. Et c'est là où on est vraiment sceptique. Je vous ai mis ici l'évolution du revenu par abonné ces 5 dernières années, pour voir déjà si on est en hausse ou pas. En fait. Et on peut voir que c'est plutôt le calme plat.
Donc le prix n'a pas changé, on est autour des 40 centimes pour la publicité, 4 euros pour 4 dollars pour les premiums, et en moyenne on est à quelque chose comme 2 dollars par mois. Donc c'est 23 ou 24 dollars par an. Donc passer de 24 dollars par an à 100, c'est une hypothèse très forte. Et aussi, très important, sachant que la croissance future du nombre d'abonnés se fera essentiellement dans les pays émergents, qui n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat que les pays nordiques ou aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Donc ce sera encore plus difficile. Mais le management a quand même essayé de justifier sa prévision. Alors, pour lui, pour la musique et les podcasts, l'objectif est de doubler le revenu par abonné, avec une meilleure monétisation de la pub, plus de pubs ou des pubs plus chères, et aussi et surtout une meilleure conversion des abonnés gratuits vers les abonnements payants, qui rapportent 10 fois plus. Donc c'est ça les deux leviers pour accroître le revenu par abonné sur ces deux verticales, la musique et les podcasts. Ensuite, parce que là on est x2, mais lui il vise x4. Pour passer à x4, Spotify a l'ambition de développer d'autres verticales de business, c'est-à-dire d'autres produits. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant dans le développement de Spotify. On voit déjà le développement des livres audio. Par exemple, si vous connaissez Morgan Housel, moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan des livres audio. En fait, je préfère lire un livre, écouter un podcast, mais lire un livre. Ou en tout cas, j'étais sceptique sur la taille de ce marché. Et Morgan Housel a dit, lui il est écrivain, donc il a des données plus intéressantes que les miennes, et il disait j'ai été frappé par le nombre de livres, des ventes de mes livres en version audio par rapport à la version e-book ou papier. Il dit, c'est tellement plus élevé que j'ai fini par créer un podcast. Parce que les gens veulent écouter aujourd'hui, ils veulent plus lire des livres, mais les écouter, au point de lancer un podcast. Et aujourd'hui, il a un podcast sur Spotify. Mais donc, les livres audio, c'est un axe de développement stratégique et rentable et très important pour Spotify. La boîte qui a commencé par juste faire du streaming de la musique. Et c'est la raison pour laquelle le PDG, encore une fois, a dit « Notre métier, c'est d'être le leader de l'audio. Ce n'est pas uniquement la musique. » Je peux prendre un autre exemple rapide. Je suis abonné d'un autre business de Spotify. Je suis abonné à plusieurs newsletters américaines. Vous avez dû voir l'explosion du nombre de newsletters ces 3 dernières années. Tout le monde aujourd'hui peut lancer une newsletter payante et faire ça. Personnellement, je préfère écouter les newsletters comme les podcasts, en fait, que les lire. Et aujourd'hui, avec mon abonnement de ces newsletters écrites, j'ai la version audio sur Spotify. Et cet audio n'est pas accessible. J'ai un abonnement premium Spotify, mais il n'est pas accessible. J'ai pas accès à ce contenu. Ce contenu est plutôt lié à la newsletter, en fait, à l'abonnement à la newsletter. Donc ça aussi, c'est un nouveau business pour Spotify. Ce sont ces nouvelles verticales, en fait, qui vont permettre de augmenter le revenu par abonné. Et avec toujours le même principe, Spotify est une plateforme pour tout ce qui peut être écouté. Une seule plateforme pour une expérience client complète. Et ça renforce l'avantage concurrentiel basé sur le coût de transfert qu'on a vu au début. Parce que maintenant, on n'a plus simplement notre musique sur Spotify, mais on a la musique, les livres audio qu'on a achetés, la newsletter audio par mail, le podcast qu'on aime bien. On n'a pas besoin d'aller à chaque fois, en fait, pour tous ces services, avoir des applis différentes et des services différents avec des abonnements différents. Un seul endroit et on a toute l'expérience audio. Pour résumer, Spotify, c'est ça. Ça, c'est comment l'entreprise l'a résumé en une seule image. On a des revenus récurrents par abonnement, de la publicité, et une place de marché à la carte, c'est-à-dire on va acheter par exemple un livre audio ou quelque chose comme ça. Et plusieurs verticales, on a la musique, mais on a aussi les podcasts, les audiobooks et d'autres qui sont dans le pipe mais qu'on ne connaît pas encore. Donc on va reprendre ici la thèse chiffrée maintenant pour voir au final si Spotify avec tout ça est un bon investissement ou pas. Nous on pense sincèrement que déjà s'ils arrivent à multiplier par 2 le revenu par abonné, c'est très bien. On est très sceptique, malgré tout ça, on est très sceptique sur la multiplication par 4. Ça peut arriver, tant mieux, c'est un bonus, mais c'est une hypothèse très forte quand même, sachant que ça n'a pas bougé ces 5 dernières années. Mais déjà, si on multiplie par 2 le revenu, avec 1 milliard d'abonnés, on est probablement, dans 10 ans, un chiffre d'affaires de 50 milliards, ce qui est quasiment x5 par rapport à 2022. Et en soi, c'est une très belle croissance, même si le management vise 100 milliards. Je peux vraiment me tromper, mais je suis sceptique sur le revenu par abonné multiplié par 4. Je suis actionnaire, je le souhaite, mais je ne peux pas me baser là-dessus. Parce qu'il y a aussi autre chose, si on regarde par le passé l'évolution du mix gratuit premium, en fait, dans le mix, le développement se fait surtout, un peu plus par les comptes gratuits que payants. On peut voir que premier trimestre 2019, on avait 46% des comptes qui sont payants.
et 54%. Et là, on est à 59% de gratuit et seulement 41% de payant. Donc même cette conversion et amener les gens de passer un modèle par publicité à un abonnement payant, pour le moment, semestre après semestre, ça ne se voit pas trop. Même avec les prix agressifs de 2021, ça a un peu monté et après, ça a repris la logique qui devrait prévaloir. Un mot maintenant sur la rentabilité. Le management s'attend à une belle croissance sur ce front. Et pour le coup, ça, c'est plus réaliste. On va prendre rapidement métier par métier. Pour la musique, en réalité, les 10 dernières années ont été les pires pour Spotify parce qu'elle distribuait uniquement des chansons de grands labels. Et les maisons de production sont très claires sur le sujet. On va avoir 70% du chiffre d'affaires. Et vu le rapport de force, ce n'est pas près de changer. Par contre, Spotify a lancé un service où chaque utilisateur, chaque chanteur amateur peut monétiser ses chansons sur la plateforme. Et donc, pour cette partie-là du catalogue, il n'y a plus la commission reversée aux maisons de production. Et c'est plus rentable, aussi bien pour le chanteur que pour Spotify. Il n'y a plus cet intermédiaire de maisons de production. Et pour encourager encore plus les amateurs, et ce business plus rentable que les grands labels, Spotify a développé un système de suggestion de chansons qui a fait émerger déjà pas mal d'artistes inconnus. C'est pour ça que l'entreprise prévoit une amélioration de la marge brute de 28% à 30% les 5 prochaines années, puis 35% sur la musique. Donc c'est une prévision qui nous semble réaliste. Il y aura toujours les labels, mais ils pèseront un peu moins sur la musique. Les podcasts sont en train d'exploser. Ils sont aussi en train de se professionnaliser. Aujourd'hui, on a des podcasts d'une qualité parfois qui dépasse largement les radios. Pour le moment, l'entreprise perd de l'argent parce qu'elle ne les monétise pas, mais à terme, ça sera un très gros contributeur et l'entreprise prévoit de dépasser les 40% de marge brute en 2030. Et les autres métiers sont les livres audio, et là aussi, on s'attend à plus de 40% de marge brute et parfois, sur certains produits vendus à la carte, peut-être jusqu'à 80%. Donc la feuille de route ici, au niveau des marges de Spotify, nous semble réaliste. Donc ici, je garde les 40%, 50 milliards, 40%. Maintenant, par rapport à la marge opérationnelle, sincèrement, je n'ai aucune idée des frais de fonctionnement de Spotify dans 10 ans, mais une chose est sûre, et c'est même le PDG qui le dit dans un podcast, les autres produits, les podcasts et tout ça, ont une marge brute plus élevée que le catalogue des maisons de disques. Par contre, ils génèrent forcément plus de charges. Et surtout des charges de contrôle, parce qu'avec l'IA, par exemple, on va avoir du contenu généré par l'IA et écouté par des bots d'IA, et qui vont donc capter artificiellement le chiffre d'affaires et le budget pub, et ça, c'est un risque. Donc l'IA peut être un risque pour Spotify sur ce côté-là. À Spotify de défendre et d'identifier tous ces bots, les faux comptes qui polluent le business, parce que l'objectif n'est pas de faire de la pub pour l'intelligence artificielle. Et le deuxième souci, c'est la modération. Si vous regardez, je reprends l'ancienne slide sur le taux de désinscription. On peut voir ici qu'il y a eu un pic en janvier 2022. Et après, ça s'est stabilisé un peu, mais c'est à cause de 2 artistes qui ont retiré leur abonnement de Spotify à cause d'un podcasteur qui a fait polémique à propos des vaccins du Covid. Et plus généralement, au-delà du Covid et tout ça, il y aura des podcasts qui vont challenger, qui vont créer un peu une polémique. Et donc, ça montre surtout que Spotify va devoir investir beaucoup dans la modération des podcasts, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi. Donc, il faut contrôler un minimum ça. Et là où, justement, avec la musique, ils prenaient que 30% de marge brute, mais il n'y a pas ce travail de modération pour les chansons. Pareil pour les livres audio. En fait, on n'est pas censé avoir beaucoup de modération, ou de contrôle peut-être, mais pas beaucoup de modération. Donc les podcasts vont générer de nouveaux frais, en fait, de nouvelles charges qui avant n'existaient pas forcément. Donc pour nous, en général, en fait, avec une structure de coûts fixe importante, parce que sincèrement, Spotify, c'est plus un distributeur qu'un éditeur de logiciels. Donc, on distribue des podcasts, musique et tout ça. Donc, on a des marges plus proches de la distribution que d'un Google ou de Facebook. Si le management vise 100 milliards de chiffre d'affaires pour avoir une marge opérationnelle de 20%, et nous, déjà, on ne vise que 50 milliards, et avec cette histoire d'investissement dans la modération et le contrôle, on préfère viser une marge de 15%, et franchement, je n'ai pas l'impression d'être excessivement prudent. C'est même peut-être légèrement optimiste, 15%. Mais bon, on peut supposer que la marge opérationnelle dans 10 ans, c'est de l'ordre de 15%. Donc, rapidement, pour terminer, maintenant qu'on a fait tout le travail d'analyse, on peut commencer à valoriser l'entreprise. Chiffre d'affaires 50 milliards, résultat opérationnel 15% de marge, donc on est à 7,5 milliards. On soustrait 25% d'impôts, on est à 5,6 milliards en résultat net. La capitalisation aujourd'hui, elle est de l'ordre de 28 milliards. Et en valeur d'entreprise, on est à 26 milliards. Donc, en valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on est à presque 2 fois. C'est le seul indicateur qu'on pourrait raisonnablement utiliser parce que de toute façon, il n'y a pas de résultat opérationnel, il est négatif. Et le PER aussi parce que le résultat net est négatif. Donc aujourd'hui, Spotify, le seul ratio
multiple de valorisation auquel on peut se fier, c'est la valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. Avec 50 milliards, si on applique le même ratio, on arrive à une capitalisation de 98 milliards. Alors ici, j'ai pris capitalisation égale valeur d'entreprise. Je fais abstraction à toute la richesse créée entre temps, en fait. Et comme s'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de dette, mais comme s'il n'y aura pas de cash généré pendant 10 ans, par prudence. Mais on est quelque part autour des 100 milliards. Et 100 milliards, avec ces hypothèses qu'on a pris, en fait, que j'ai développées avec vous, on a un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel de 13 fois et un PER de 17,5 fois. Et c'est des ratios qui me semblent très raisonnable, qu'on pourrait même acheter à ce prix. En tout cas, on ne vise pas, quand on vise 100 milliards de capitalisation, on ne vise pas une bulle ou une exagération. Avec ces hypothèses, on est franchement très raisonnable. Donc, sur la base de ces hypothèses, capitalisation 98 milliards dans 10 ans, 2032 versus 26 milliards aujourd'hui, passer de 26 à 98, c'est un x4, c'est presque, et c'est un rendement annuel moyen de 14,2% précisément. Donc, à ce stade, ça nous semble, c'est pour ça d'ailleurs, c'est le raisonnement que j'ai appliqué pour acheter Spotify en début d'année. Et on verra bien, on sait ce qu'on doit suivre, mais voilà comment on analyse un business. En fait. Et je tiens ici vraiment à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à ce stade, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, surtout pour ceux qui ne connaissent pas du tout Spotify ou qui sont tout simplement pas intéressé par Spotify, mais l'objectif est vraiment plus grand. Le plus important ici pour moi est de vous montrer par A plus B comment on applique la formation, parce que c'est exactement comme ça qu'un analyste chez JP Morgan, par exemple, travaille, et c'est comme ça qu'on devrait théoriquement analyser une entreprise. On passe beaucoup de temps à comprendre le business, et ça c'est notre module 1, et on a compris l'évolution du business de Spotify, comment ils comptent faire les 10 prochaines années, avec quoi, l'évolution des prix, des volumes et tout ça. Ensuite, on a compris aussi le marché et le management, et ça c'est important parce que plus on comprend une entreprise, et plus on se rapproche de la réalité, donc déjà financièrement, on ne perdra pas beaucoup d'argent en tout cas, et psychologiquement surtout, on est beaucoup plus à l'aise avec les fluctuations du marché. Je n'ai pas trouvé une meilleure méthode pour résister psychologiquement aux fluctuations du marché que la bonne compréhension d'un business. Et je sais que la première fois, ce travail d'analyse peut paraître très chronophage. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait une fois dans une vie. Je pense que tout le monde ici, pour les 10 prochaines années, on n'aura plus besoin vraiment de découvrir Spotify, d'aller creuser pour comprendre le business. On l'a compris, on l'a vu. Il reste juste à lire les communiqués de Spotify 1 à 2 fois par an pour voir où sommes-nous par rapport à cette feuille de route. Combien d'abonnés on a, combien rapporte un abonné à l'année. Il suffit de diviser le chiffre d'affaires par le nombre d'abonnés et on a le revenu annuel moyen par abonné. Et là, on peut voir par rapport à, par exemple, 50 milliards que nous, en tout cas, on vise, 100 milliards de l'entreprise, est-ce qu'on est plus proche des 50, des 100? Mais c'est rapide en fait. Le raisonnement, la base, elle est déjà construite. Parce qu'on parle beaucoup de l'effet boule de neige pour constituer un gros portefeuille en commençant petit, mais on parle quasiment jamais de l'effet boule de neige des connaissances. On prend le temps nécessaire pour faire ce travail, mais après, on n'a plus besoin de passer des heures chaque année pour découvrir ce qu'est cette entreprise ou comment elle le fait. Et lorsqu'on a vu ça, la première partie sur le business, on regarde les marges. Et comme on a bien compris le business et les risques, on peut challenger même les prévisions du management. Par exemple, il dit 20% de marge opérationnelle. Nous, on peut dire, attention, la modération a un coût. Le chiffre d'affaires de 100 milliards, c'est peut-être un peu trop. Donc peut-être on sera 10, 15% et non pas 20%. Et en tout cas, notre compréhension du business nous permet de challenger un peu ce qui se dit à droite et à gauche. Et à la fin, quand on a bien compris tout ça, vous avez pu voir combien de temps. Il est 40. Je pense j'ai dû passer 36 minutes sur le business, sur les marges, et 2 minutes sur la valorisation. C'est très rapide de valoriser une entreprise. C'est une question très présente des abonnés, mais la réalité, c'est que plus on comprend un business, et moins on passe du temps pour savoir si c'est un bon prix d'achat ou pas, et si c'est une bonne affaire en bourse ou pas. On n'a même pas besoin d'un fichier Excel. S'ils font 50 milliards avec 15% de marge, ça fait 7,5 milliards. Si l'entreprise cote à 10 fois son résultat opérationnel, 7,5 fois 10, c'est 75 milliards. Si c'est 13 fois, alors elle aura une capitalisation non pas de 75, mais peut-être de 100. Donc voilà, enfin, on peut le faire mentalement, ce calcul. S'ils font 10% de marge sur 50 milliards, ça fait 5 milliards. Si on vise 10 fois le résultat opérationnel, donc une capitalisation de 50 milliards, aujourd'hui on est à la moitié, 26, donc on va doubler en 10 ans. Et un placement qui double tous les 10 ans, c'est l'équivalent de 7% par an. Un placement qui fait x4, et donc une capitalisation de 100 milliards par rapport à aujourd'hui, c'est 15% par an. C'est des indicateurs que rapidement on intègre et on les
on raisonne avec mentalement. Pas besoin de prendre un fichier Excel ou une calculatrice. Donc voilà. Et si, par chance, le management nous délivre réellement sa feuille de route et fait 100 milliards de chiffre d'affaires avec 20% de marge, on aura 20 milliards de résultats opérationnels dans 10 ans. Avec, si elle cote 10 ou 15 fois le résultat opérationnel, on sera quelque chose entre 250 et 300 milliards de capitalisation. C'est un x10 en 10 ans. Mais ça, c'est en test, en challenge, plusieurs scénarios de tête comme ça. Mais l'objectif principal, parce que là, j'ai abordé des capitalisations qui vont de 50 à 300. C'est un ratio de 1 à 6. C'est énorme. Mais justement, absolument personne n'a la moindre idée de quelle est la capitalisation, même dans 2 ans de Spotify, ou encore moins dans 10 ans. C'est pas le but. C'est vraiment l'objectif, c'est l'inverse. C'est de ne pas perdre. Le plus important pour nous, c'est de dire combien je pourrais perdre avec Spotify. Est-ce que c'est risqué ou pas? Quelles sont les hypothèses en fait, qui sous-tendent la capitalisation actuelle? Donc, s'ils font que 10% de marge opérationnelle dans 10 ans, je pourrais gagner que 7% par an. C'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, je ne perds pas d'argent. S'ils délivrent au-delà, comme prévu, je peux faire 20 ou 25% par an. C'est énorme. Mais en tout cas, pour avoir une capitalisation moins de 26 milliards par an dans 10 ans, et donc perdre de l'argent, il faut vraiment des hypothèses ultra pessimiste et peu probable. Donc, a priori, en fait, j'ai un bon ratio rendement-risque sur cette entreprise. Et c'est comme ça. Et même si le revenu par abonné ne change pas et stagne vraiment à 23 $ par an, avec 1 milliard, ça fait 23 milliards. Donc, c'est 23 milliards, peut-être ils vont gagner 2 milliards ou 3 milliards. Donc, peut-être la capitalisation, on multiplie ça par 10 ou 15 et on voit quelle capitalisation nous donne. On essaye de challenger et dire combien on pourrait perdre et pas forcément gagner en fait. Je dis ça parce que on a parlé par exemple de Nvidia sur l'émission où on a fait un focus sur ChatGPT et c'était il y a quelques mois déjà et c'était la seule action que j'ai dit voilà, ça c'est évident, Nvidia sera les gagnants de l'IA. Et après on a parlé un peu des ESN, ça pourrait être intéressant surtout pour celles les mieux positionnées, c'est des vendeurs de pelles. Mais j'avais parlé que de Nvidia. Et depuis, je pense qu'elle a dû prendre 30 ou 50% ou même plus, en fait. C'est incroyable ce qui se passe sur Nvidia. On pourrait être frustré, dire, je le savais, mais je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne suis pas du tout frustré de savoir que Nvidia va profiter, de le dire avant ou au milieu de la hausse, de l'avoir progressé, parce que si on fait ce travail, ça n'a aucun sens en fait. Tant mieux pour les gens qui gagnent, mais si on regarde, la capitalisation est de temps de Nvidia, plus de 1000 milliards, combien de produits ils doivent vendre ou de cartes ils doivent vendre dans 10 ans et à quel prix pour justifier cette valorisation, il faut une sacrée hausse des volumes, même si il y aura certainement une hausse des volumes, mais des prévisions tellement agressives qu'il n'y a plus aucune marge d'erreur en fait. Alors que dans le cas de Spotify, c'est plutôt l'inverse. Même si la croissance déçoit beaucoup, il y a peu de risques. C'est pas zéro, mais il y a peu de risques. Et ça, vraiment, c'est le raisonnement à faire toutes les entreprises. Toutes les entreprises que vous analysez, même si vous êtes entrepreneur dans la vie, vous voulez acheter une entreprise, c'est comme ça que vous analysez, qu'on analyse une entreprise. Si on travaille dans une entreprise, on peut faire ce raisonnement pour son employeur. C'est vraiment cette logique-là, business, la dynamique des marges. Et si on comprend ça, tout de suite, on saura... Une bonne affaire, disait Warren Buffett, saute aux yeux. Et ça saute aux yeux comme ça, en fait. Ce qu'on vient de faire, vraiment, j'ai pas de fichier Excel, rien. Juste quelques chiffres et calculs mentaux, en fait. Voilà. Je pense qu'on a fini avec Spotify et j'espère que vous avez connu une nouvelle entreprise et surtout un raisonnement, un cheminement, en fait, de raisonnement.